Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet Sur Arte Radio. Je voudrais publier un livre sans intérêt, chez un éditeur qui s'appellerait Un petit éditeur, et dans une collection baptisée L'indifférence générale. Afin de pouvoir énoncer, j'ai publié un livre sans intérêt chez un petit éditeur dans l'indifférence générale. C'est vrai que c'est très con. Il est une chose admirable, qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie. C'est l'incompréhension, écrit Victor Meisel, l'auteur dédoublé de la confession suicidaire intitulée L'Anomalie, planquée dans la soute du roman L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, publié en 2020 aux éditions Gallimard. Mesdames et messieurs, prenez donc place à bord du vol Paris-New York AF006. Un jour d'été, ce Boeing 787 pénétra quelques instants dans les courants tourbillonnants d'un nuage supercellulaire, semblable à des dizaines d'enclumes soulevées par une main invisible. Tous les passagers en furent notoirement secoués. Or, 3 mois plus tôt, sur la même ligne, les mêmes passagers étaient déjà dans ce même avion. Sur le tarmac de leur existence, chacun, chacune ou presque se confronte à son double. Et c'est souvent troublant, drôle ou doux amer, comme si Woody Allen avait signé une saison de Lost. Ensuite, les turbulences ont cessé et le soleil est revenu dans la cabine. C'est aussi la définition du Prozac, écrit Hervé Le Tellier. Que s'est-il passé ? Comment ce récit choral international, très feuilletonesque, qui carbure à la métaphysique tout en détournant les genres, a-t-il pu séduire les 6 sérieux jurés du Goncourt et voir en quelques mois ses ventes décoller vers le million d'exemplaires, du jamais vu dans l'histoire de ce prix depuis 1984 et l'amant de Marguerite Duras ? Choisir le protocole, agir avec méthode, lit-on à propos du tueur à gages sur lequel s'ouvre ce roman truffé de traits d'esprit, d'hypothèses spirituelles et de samples littéraires plus ou moins dissimulés. Le protocole, la méthode, c'est ce qu'il convient de définir dans ce 3e et dernier épisode en mode avion, en compagnie, toujours aérienne, du commandant Le Tellier, suffisamment sage pour nous faire atterrir sur cette humble évidence. Le plus grand danger pour un écrivain, c'est de croire qu'il est écrivain. Hervé Le Tellier, à propos de ce livre, une première idée vous vient à l'été 2018, celle d'écrire une nouvelle sur un personnage qui se dédouble. Un conte moral avec un écrivain face à lui-même. Le premier titre du roman était même L'incident Dostoïevski, à cause du 2e roman de l'écrivain russe intitulé Le Double, publié en 1846. Vous vouliez traiter depuis longtemps du thème du double d'une manière plus directe que celui du simple clonage. Le summum est donc d'être confronté à soi, à la seule personne à qui on ne peut absolument pas mentir, une personne qui possède nos souvenirs, nos affections, nos détestations. C'est le nœud des meilleures scènes du roman. Puis vous songez à plusieurs personnages, par exemple un tueur à gages, Blake, sur lequel s'ouvre le livre, qui aime choisir le protocole et agit avec méthode, on pourrait croire à un membre de l'Oulipo, et qui vit sous une fausse identité dans une ambiance de roman noir. Il y a aussi 2 scientifiques qui n'arrivent pas à se choper, Adrian et Meredith, pour détourner les codes de la chick-lit façon Bridget Jones, un musicien nigérian, Slim Boy, une sorte de néo-Fela Kuti obligé de dissimuler son homosexualité. Tiens, quel genre détournez-vous, évoquez-vous à travers lui ? Pour moi, c'était un hommage à un ami qui a fui la Côte d'Ivoire dans les années 1970 pour vivre sa vie homosexuelle à Paris. Et qui est toujours dans cette incroyable
regret de l'Afrique, parce qu'il ne peut pas y vivre la vie qu'il mène à Paris, et en même temps, le bonheur de l'avoir quitté, parce qu'il est heureux à Paris. Donc, il est déchiré. Et ce déchirement, j'ai toujours pensé que ça serait intéressant à raconter comme une histoire vraiment biographique, donc je l'ai traité comme ça. Au total, dans l'Anomalie, il y aura 11 personnages principaux que vous nous présentez à tour de rôle avant que leur vie ne bascule. Pour créer les personnages, vous avez commencé, je crois, par faire une liste de toutes les réactions qu'on peut avoir si on rencontre son double. Donc on avait, disons, une douzaine ou quinzaine de situations possibles qui allaient du sacrifice en passant par le meurtre. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que je me tuerais ? Et je pense que je n'ai pas les dispositions pour ça. Donc je me suis demandé quel était, dans mon casting, qui aurait les dispositions. Donc j'ai créé le tueur à gages, parce que je pense que c'est seul le tueur à gages qui est capable de s'engager aussi pleinement dans l'élimination de son double. Et puis, pour chacune des situations, je me suis demandé quel était le meilleur âge, quelle était la meilleure position sociale, quelle était la vie intime, quelle était l'enfance. Et j'ai effectivement créé des fiches. Et à ce moment-là, l'écriture arrive, elle va définir le personnage, d'où l'idée des genres, d'où l'idée qui s'impose assez rapidement d'avoir un genre littéraire qui va accompagner chacun des personnages et qui va l'ancrer dans sa réalité. Ça m'a paru comme une évidence dès que j'ai écrit Blake, qui est le tueur à gages, et dès que j'ai écrit Johanna, qui est ce personnage d'avocate noire extrêmement brillante, confrontée à des problèmes familiaux très intenses, et qu'elle accepte de travailler comme conseillère d'un laboratoire pharmaceutique, face à un dirigeant de ce laboratoire qu'elle déteste. Le principe ici est de détourner les codes de la fiction judiciaire. Oui, enfin, Tom Wolfe, qui est quelque chose de l'ordre du thriller économique, quelque chose qui ressemble au bûcher des vanités. Lorsque le Blake du mois de mars voit que le Blake du mois de juin se lève, il n'a pas besoin d'explication. Évidemment qu'il ferait la même chose. Il ferme les yeux, il veut seulement que ça aille vite. Le Blake du mois de juin passe derrière lui sans hâte et lui injecte dans la nuque une dose de propofol qui lui fait perdre conscience en quelques secondes. Pas de souffrance inutile, Blake ne se déteste pas à ce point. 1 minute plus tard, une piqûre de curare arrête le cœur du Blake du mois de mars. La mort et le sommeil sont des frères jumeaux, disait déjà Homère. Blake, il n'y a désormais plus d'ambiguïté entre les deux, coupe le ruban toilé, retient le cadavre avant qu'il ne tombe sur le sol. Il range soigneusement les vêtements, après tout, c'est sa taille, place le corps dans la baignoire, jambes en l'air, tête en bas, ouvre la douche et lui tranche la gorge, le laisse se vider de son sang. Il passe les doigts sous l'acide pour détruire les empreintes, puis avec soin, à la scie à hausse électrique. Il découpe le corps, en s'appliquant à ne pas laisser de membres humains clairement identifiables. Comme une main, un pied. Il manque un peu d'expérience. Sur le dos, sur son dos, il note un grain de beauté qu'il n'avait jamais remarqué à la bordure irrégulière. À surveiller. Il se passe ensuite quelque chose, pour le moins troublant, que vous appelez une expérience de pensée, en partie basée sur une théorie du philosophe suédois Nick Bostrom, nommé directeur du nouvel Institut pour le futur de l'humanité de l'Université d'Oxford en 2005. Ce bon vieux Nick s'exprime régulièrement sur le clonage, l'intelligence artificielle, le téléchargement de l'esprit, les nanotechnologies et la réalité simulée. Pour pouvoir avancer dans notre conversation, je m'excuse auprès des auditeurs et auditrices, je vais devoir, si vous êtes d'accord Hervé, divulgacher un grand élément de l'intrigue de l'Anomalie. Dans les années 2000, Nick Bostrom a avancé l'hypothèse selon laquelle l'humanité tout entière pourrait être prise dans une simulation informatique dont elle n'aurait pas conscience d'être prisonnière.
Certains scientifiques considèrent cette théorie comme plausible avec un facteur de chance de 50%. On aurait donc une chance sur deux de ne pas exister vraiment, là, en tant qu'être biologique en train de palabrer dans un studio charmant ou d'écouter un podcast, mais d'être des programmes qui n'ont pas d'existence physique. Je sais, Hervé, que vous lisez énormément de revues scientifiques, vous vous intéressez à la paléontologie, à l'évolutionnisme, à l'astronomie, à l'astrophysique, aux ordinateurs quantiques. Comment découvrez-vous cette théorie et jusqu'où poussez-vous la documentation sur la thèse de Nick Bostrom ? Alors, j'avais écouté la conférence de Nick Bostrom en 2002, en la podcastant, je pense, tout simplement. Je l'ai contacté une première fois. Je voulais l'inviter à un colloque vers 2005. En cours d'écriture, au cours de l'année 2019, on a un petit peu correspondu. J'ai achevé le livre en développant tout ce qu'il avait élaboré dans ces années-là, sans trop l'ennuyer, parce que tout avait été très formellement défini à l'occasion de colloques, à l'occasion... Oui, surtout, ça pose la question, mais qui a fabriqué la simulation ? On pourrait très bien imaginer, par exemple, que Cro-Magnon est simulé par Néandertal. Donc deux embranchements parallèles de l'histoire de l'humanité. On sait que maintenant, il y en a beaucoup plus que ça, puisque depuis quelques semaines, on a découvert encore 2 autres branches de l'humanité. Pourquoi pas aussi des dinosaures qui voudraient voir ce que sont devenus les mammifères, donc qui leur laissent une place et qui simulent le monde depuis 70 millions d'années. Donc des dinosaures hyper intelligents ? Oui, ils n'étaient pas si bêtes que ça, simplement ils n'avaient pas la main. Tout ceci laisse absolument rêveur. Une civilisation extraterrestre qui voudrait voir ce que donne une chimie du carbone, alors qu'eux-mêmes sont une chimie du soufre. Donc, il y a plein d'options possibles. Ce qui est intéressant, tout de même, c'est le rapport au réel. Est-ce qu'on peut se fier à nos sens ? Est-ce que notre cerveau, avec tous ces capteurs dont nous disposons, qui sont finalement simplement des oreilles, des nez, des yeux, des mains, peuvent vraiment croire que le petite bande passante qui est la nôtre suffit à définir le monde. Une toute petite bande passante. C'est fascinant. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser dans un roman. C'est pas du tout une idée neuve. C'est-à-dire que les séries comme Black Mirror ont repris cette idée de la simulation pour créer des cauchemars vivants comme ceux que vivent les avatars de nous-mêmes. On duplique le cerveau de quelqu'un de manière à ce qu'elle dirige toute la maison où vit une personne. Donc elle lui fait les toasts le matin, elle le réveille. Mais elle est prisonnière d'une petite boîte blanche dans laquelle le temps ne passe pas. Il n'a même pas conscience de ne pas exister, qui croit qu'elle est vraiment la personne elle-même, exactement ce que fait Nick Bostrom lorsqu'il travaille sur le transfert de mémoire et de personnalité. Je crois que c'est l'épisode de Noël de la 3e saison de Black Mirror. C'est abominable. Je ne voulais pas transformer le roman en une démonstration de ce qu'était la simulation. Je pensais que c'était l'orienter dans un chemin non romanesque et trop didactique. Le titre que vous avez choisi pour ce roman, L'Anomalie, fait référence à la discontinuité mathématique, c'est-à-dire... La discontinuité, comme son nom l'indique, c'est la rupture de la continuité. Il arrive que des courbes comme ça puissent avoir 2 existences à partir d'un certain point. Des abscisses ou des ordonnées, ces 2 existences sont équiplausibles. Et c'est ça qui m'a intéressé. Le mot anomalie veut aussi dire une boucle dans un programme, quelque chose qui fait que le programme va dysfonctionner. C'est aussi l'idée que peut-être dans la rentrée littéraire, le livre était une anomalie, à cause de ce qu'il proposait, à cause du nombre de personnages, de la proposition des nombreux genres. Donc c'était un titre adéquat. Il se trouve, avec le recul, que c'est devenu un très bon titre. Et en plus, l'année qu'on avait traversée était totalement anormale. L'anomalie s'appuie sur une contrainte cachée. De nombreux chapitres commencent par un décalage d'un passage de plusieurs livres de votre bibliothèque. Par exemple, le premier paragraphe de La promesse de l'aube de Romain Gary, ou un emprunt à Anna Karénine. Ces incipits déplacés, que vous détournez comme un avion, façon pirate de l'air, vous servent de starting block de texte même, pour amorcer l'énergie. C'est du sample, comme on dirait en musique. Alors, pardonnez-moi, mais cette intertextualité n'est-elle pas un peu facile à votre niveau d'expérience ? Quand je donne l'exemple, qui est le seul que je donne d'ailleurs, parce que je n'ai pas explicité les autres, mais qui est le début de La promesse de l'aube, je décale la plage de Bixour, qui devient d'un seul coup une falaise, c'est assez long à décaler. Romain Gary,
La promesse de l'aube. Hervé Le Tellier, L'Anomalie. C'est fini. C'est là. La plage de Big Sur est vide. Et je demeure couché sur le sable, à l'endroit même où je suis tombé. Les genêts ploient sous le vent d'ouest, des albatros planent dans le ciel gris de la Manche. La brume qui monte de la mer délaye les contours des maisons blanches d'Yport, tout en bas. La brume marine adoucit les choses. À l'horizon, pas un mât. Victor est allongé dans l'herbe haute et regarde les nuages. Sur un rocher, devant moi, des milliers d'oiseaux. Une mouette se pose près de lui et Victor voudrait qu'elle s'approche encore, jusqu'à le toucher de ses ailes. Sur un autre, une famille de phoques. Le père émerge inlassablement des flots, un poisson dans la gueule, luisant et dévoué. Pour lui apporter un peu de cette vie primordiale, à lui qui n'est plus que doute. Les hirondelles de mer atterrissent parfois si près que je retiens mon souffle et que mon vieux besoin s'éveille et remue en moi. Encore un peu, et elles vont se poser sur mon visage, se blottir dans mon cou et dans mes bras, me recouvrir tout entier. Il se redresse, marche vers la falaise. À 44 ans, j'en suis encore à rêver de quelque tendresse essentielle. S'assied au bord du précipice et effleure du doigt la craie blanche que la pluie a 100 fois lavée. Il y a si longtemps que je suis étendu sans bouger sur la plage que les pélicans et les cormorans ont fini par former un cercle autour de moi. Oui, c'est là, précisément là, que fin avril ont été dispersées les cendres d'un autre Victor Miseul. Et tout à l'heure, un phoque s'est laissé porter par les vagues jusqu'à mes pieds. Je lui ai souri, mais il est resté là, grave et un peu triste, comme s'il savait. Le déplacement est énorme. Je veux dire, si vous comparez le début de La promesse de l'aube et le début de Victor Miseul, il n'y a pas un mot en commun. Justement, vous n'avez pas besoin de ces starting blocks, vous avez écrit 35 livres. Bien sûr, j'ai pas besoin, c'est pour moi. Ah, c'est pas utile, hein. Je pourrais m'en passer. Par exemple, l'endroit où je place la dispersion des cendres, c'est une falaise. Au départ, je voulais être sur un bateau. C'était un pointu à Marseille, l'endroit où était née sa mère. J'avais commencé comme ça. Et puis, l'ambiance me plaisait pas. Donc c'est parce que vous n'étiez pas satisfait de l'environnement du bateau, tel qu'il apparaissait sur la page. Parce que j'étais trop satisfait de l'environnement du bateau. C'était trop attendu pour moi. Parmi vos personnages se trouve un écrivain qui s'appelle Victor Miseul. Victor écrit « Hélas, en dépit de la bonne réception critique de 2 romans, Les montagnes viendront nous trouver et Des échecs qui ont raté, malgré un prix littéraire très parisien, mais de ceux dont la bande rouge ne provoque aucune ruée, jamais ses ventes n'ont dépassé les quelques milliers d'exemplaires. À 43 ans, dont 15 passés dans l'écriture, le petit monde de la littérature lui paraît un train burlesque où des escrocs sans ticket s'installent tapageusement en première avec la complicité de contrôleurs incapables, tandis que restent sur le quai de modestes génies. Espèce en voie de disparition à laquelle Miseul n'estime pas appartenir. Choqué par la tempête aérienne et la peur de mourir, Victor Miseul écrit alors un roman, L'Anomalie, l'anomalie dans l'anomalie, très différent de tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent, une centaine de pages entre lyrisme et métaphysique, et comme le plasticien Édouard Levé, il se tue après l'avoir envoyé à sa maison d'édition. Est-ce que les textes de L'Anomalie de Miseul, le roman dans le roman, est-ce que vous les composez sur un fichier annexe ? Oui, c'est absolument autonome. J'avais vraiment écrit un très long chapitre Miseul qui était aphoristique, qui était métaphorique, qui était grandiloquent, qui était tout ce que je n'aime pas trop en littérature. Et j'ai noyé les extraits de Miseul dans une narration explicative, didactique, dans laquelle on voit le personnage évoluer, mais qui parfois d'ailleurs était d'une grandiloquence bien sentie. C'est-à-dire, aucune fourrure de solitude jamais ne réchauffera le monde.
J'aime bien et en même temps, je trouve ça Christian Bobinesque et je fuis ça. Christian Bobinesque. Christian Bobinesque, oui. L'autre, Victor Misel, celui qui ne s'est pas suicidé, son double, traîne dans un hangar où lui et les autres passagers sont retenus pour observation. Il prend des notes. Titre spontané, épuisement d'un lieu improbable, clin d'œil à Pérec, et juste après, il y a cette question que je vous pose à vous aussi. Pourquoi marcher à l'ombre de Pérec ? Pourquoi ne s'affranchit-il jamais des influences, des figures tutélaires ? Pourquoi, quand il ne craint pas d'être un imposteur, n'est-il qu'un gamin en quête d'adoubement ? C'est comme si on demandait à un architecte d'oublier Imhotep ou Mies van der Rohe, quoi. C'est pas possible. Ça participe en fait du savoir général sur la littérature. Ça nous permet de nous construire. Et croire qu'en écrivant, on s'affranchit de ces figures qui ont compté pour nous, ça serait faux. Il faut les mettre à ciel ouvert. Il faut qu'en plus, elles jouent avec cette idée de complicité avec le lecteur. Mais est-ce que quelqu'un qui aurait beaucoup étudié votre œuvre serait capable de faire de faux Hervé Le Tellier ? Alors, un camarade a fait un faux Hervé Le Tellier voici peu. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. L'anomalie du train 006 qui reprend, qui pastiche et détourne l'intrigue de l'anomalie. Et qui met dans ce train, qui est un train pour Brive, 6 écrivains, donc 5 autres que moi, qui sont Virginie Despentes, Aurélie Vallogne, Emmanuel Carrère, Sylvain Tesson et Joël Dicker. Et ils pastichent le style de chacun. Et c'est extrêmement drôle. Pascal Fioretto, qui avait commis, voici quelques années, un premier livre, il y a presque 15 ou 20 ans, qui s'appelait « Et si c'était niais ?» pastiche de Marc Lévy. C'est une médaille. Ouais, on est content. On peut mourir après avoir été pastiché. À propos de l'anomalie, ce roman, nous y revenons, n'est pas que théorique. Il contient aussi des choses assez sensibles. Accepteriez-vous de nous lire, par exemple, le désespoir du personnage d'André quand sa compagne, plus jeune que lui, rentre du travail ? Elle dormait, et déjà elle lui manquait. Il se noyait alors dans la mélancolie, craignant de ronfler et d'ajouter à son inconfort, ou, pis encore, de sombrer dans le sommeil et qu'elle ne se réveille pour découvrir, assoupi à son côté, un vieil homme laid, la bouche ouverte et malodorante. À peine le réveil de Lucie sonnait-il qu'elle se levait, toujours sans l'embrasser. Lui regardait dans le flou du petit jour sans lunettes. Ce corps si désiré désertait la chambre pour la salle de bain. Pourtant, parfois, Lucie posait sa main sur lui, s'assurait de la rigidité du cylindre de chair, puis montait à califourchon sur lui. Il s'enfonçait loin en elle et parce que cette position interdisait tout baiser, tentait de l'attirer contre lui. Mais elle se redressait presque aussitôt et jouissait, vite. Tout son corps svelte, en sueur, lui signifiait alors que son plaisir d'homme devait venir maintenant. André tentait d'atteindre aussitôt la jouissance libératrice en la prenant avec brutalité. Mais ni cette fréquence, ni cette cadence n'étaient décidément les siennes. Son désir, sa tristesse, ses angoisses ont fait peu à peu perdre à André toute prudence. Et plusieurs fois, il a maladroitement insisté. Mais existe-t-il une insistance habile ? Combien de temps lui restait-il encore pour être un homme ? Si Lucie ne le désirait pas aujourd'hui avec une absolue vérité, les années à venir ne le rendraient pas plus séduisant. Cette scène de sexe, elle est réussie parce qu'elle est triste, Ouais. parce qu'elle est vraie. Comment est-ce qu'on s'attelle à cette scène ? C'est assez simple, en fait, à partir d'un certain âge, de comprendre exactement ce qui se passe dans la tête d'un homme vieillissant. Et c'est aussi simple de comprendre, à partir de son expérience, ce qui se passe dans la tête d'une femme, et de comprendre que les urgences ne sont pas situées au même endroit. L'un a l'histoire qui lui mord la nuque, et elle a sa vie devant elle. Donc elle n'est pas du tout dans cette urgence de sexe où la jette de manière un peu involontaire André, qui n'a pas conscience qu'en fait, il court à sa perte en lui imposant ce rythme qui n'est pas le sien.
Et sur le choix des mots, des tournures, du rythme? On essaye de trouver la crudité là où il la faut. Pourtant, parfois, Lucie posait sa main sur lui, s'assurait de la rigidité du cylindre de chair. C'est pas de la crudité, justement. Vous inventez une périphrase. Oui, mais c'est pas une périphrase qui est une périphrase amoindrissante. Non. C'est une périphrase qui est le réel du sexe masculin. On n'est pas dans la tournure qui viserait à chasser l'image. Au contraire, on la crée. Donc il faut de la crudité, puis en même temps, il faut une distance. Par le son, par exemple, de la douche qui est lointaine, et non pas décrire la distance dans laquelle elle serait. C'est une technique, parce que c'est vraiment ce que les Américains appellent le show tell. Show and tell. Show tell. Montrer et dire. Montrer pour dire. La personne n'est pas émue. La tasse tremble dans sa main. La personne n'est pas énervée, elle fait tomber la tasse. Enfin, c'est à partir du comportement des personnages qu'on va comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et même si on est dans la tête d'André, il ne faut pas à ce moment-là être dans celle de Lucie. C'est le chapitre d'André, c'est pas le chapitre de Lucie. Je ne crois pas à Roméo et Juliette, je crois à Roméo et je crois à Juliette. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir en permanence ce discours indirect libre qui va me permettre de gérer l'absence du jeu, puisqu'il n'y a jamais de jeu. C'est quelque chose que j'aime énormément chez un auteur comme Philippe Roth, par exemple. Je trouve que c'est le maître absolu de cette technique avec Flaubert. En combien de temps vous écrivez cette scène-là? Vraiment ce que vous venez de lire? Une journée. Ça a été écrit assez vite parce que j'avais absolument toute la scène en tête. J'ai plutôt réduit qu'autre chose. Je coupe tout ce qui est de l'ordre du pathos, je coupe tout ce qui est de l'ordre du psychologisant, tout ce qui est des moments de trop grande littérarité, où je me dis non mais là, d'où tu parles là? Donc j'hésite toujours devant la belle phrase. Dès qu'elle est trop belle, elle me semble fausse. Enfin, il y a une phrase de Cocteau qui dit ne parfumons pas nos roses. Elles sont déjà parfumées. Bah oui. Il y avait une autre phrase de Siménon qui lui exagère vraiment parce Georges que Simenon, le prolifique de Maigret. Le prolifique Siménon qui dit je ne mets jamais d'adjectif, j'ai des mots en 3 dimensions. Mais il n'a pas tort. Si l'adjectif est trop présent, il faut s'en méfier. C'est que quelque chose ne va pas dans le mot qui le précède. Nous n'avons pas encore évoqué, Hervé Letellier, votre discipline d'écriture. Comment travaillez-vous? Matin, midi, soir, dans le silence d'un bureau, au café, 6 jours sur 7? Quel est votre protocole, commandant? Je n'écris jamais au café parce que je n'arrive pas avec le bruit. Je suis chez moi, en général, ou dans une chambre d'hôtel parce que je voyage pas mal. J'écris jamais avec de la musique. Et il me faut du temps devant moi quand c'est du format long. Parce qu'il faut que je re-rentre dans le livre lui-même. Je sais qu'il me faut ce temps-là, de 2 heures à 3 heures nécessaires pour que j'avance. Vous écrivez toute la journée? Oui, ça m'arrive. J'ai une très grande capacité de concentration. Donc vraiment, je peux travailler 12 heures de suite. Je peux commencer à 2 heures, 3 heures de l'après-midi et à 4 heures du matin être encore dessus. Je suis capable de ça, puis en même temps, je suis très capable de rester pendant 2 jours sans toucher le bouquin. C'est quoi la formule de Stendhal? C'est bonne ou mauvaise, 20 lignes par jour. Moi, je ne suis pas du tout ça. Je peux passer des jours sans écrire et puis pondre presque 3 pages en une seule journée. Je sais qu'il va falloir que je revienne dessus, mais quand je suis dans le flux, j'écris. Et donc, je peux produire beaucoup en très peu de temps. Il y a des chapitres que j'ai vraiment écrits très très vite parce que j'avais toute la scène en tête. Je n'avais qu'à finalement décrire ce que je voyais. Avec le défaut que dans ce cas, il y a une absence totale de densité, une forme qui est une forme presque alittéraire, entre guillemets. Presque un scénario de série télévisée, presque qui vous a été un peu reproché d'ailleurs. Oui, ce reproche, je le comprends. J'ai écrit quelque chose qui s'approche des éléments d'une série de télévision. Mais, très sincèrement, Les Misérables aussi, donc je m'en fous. Si un jour on fait une série télévision avec l'Anomalie, il faudra tout casser. Mais en fait, il y a une série en cours. Oui, un travail d'écriture, mais pour l'instant, c'est pas une série. Ça devient une série le jour où on a un casting, le jour où on a un premier épisode, le jour où on a tout ça. Et pour l'instant, je l'ai pas. Quels ont été, en ce qui concerne l'Anomalie, les conseils et interventions de votre éditrice, Charlotte Von Essen, qui est, je le dis dans un souci de transparence, la belle-sœur de l'un des réalisateurs de ce podcast, Samuel Hirsch? Elle est tout le temps présente pour me signaler que ceci est une joliesse, que ceci est une répétition.
les éditeurs doivent avoir ce rôle. C'est quelqu'un qui dit un texte, tu n'es pas fini et tu dois retourner dans les mains de l'auteur. Ce que je reproche à certaines maisons d'édition, que je ne citerai pas, c'est de prendre le texte et de ne plus y toucher parce que l'auteur ne souhaite pas qu'on y retouche. Or, c'est nécessaire. Elle m'a fait réduire, par exemple, complètement un chapitre consacré aux religieux. Dans l'Anomalie, il y a un passage précisément sur le rôle de l'éditrice. 11 personnages, c'est déjà beaucoup trop. Son éditrice l'a supplié. « Victor, pitié, c'est trop compliqué. Tu vas perdre tes lecteurs. Simplifie, élague, va à l'essentiel. » Mais Victor n'en a fait qu'à sa tête. Il a attaqué le roman avec un pastiche à la Mickey Spillane à propos de ce personnage dont nul ne sait grand-chose. « Non, pas assez littéraire pour un premier chapitre », lui a reproché Clémence. « Quand cesseras-tu de jouer ?» Ça, c'est exactement ce qu'elle vous a dit ? J'exagère, mais un petit peu. Ça, c'est plutôt Karina. Karina Ossine, éditrice et secrétaire générale des éditions Gallimard, qui était auparavant directrice adjointe des éditions J.C. Lattès, où vous avez publié 3 romans. Et qui, elle, trouvait qu'il y a beaucoup trop de personnages. Et qui m'avait conseillé d'en éliminer un. Et j'ai refusé. Et j'ai continué en ne faisant qu'à ma tête. Par contre, j'ai accepté de réduire la taille globale du livre parce que je sentais qu'elle avait tout à fait raison sur les notions d'intensité narrative, de relance intérieure, le côté cliffhanger, qui nécessitaient d'être beaucoup plus dense. Alors justement, dans un de vos romans publiés chez Lattès, on peut lire ceci. Yves est écrivain, puisqu'il ne pourrait écrire sans honte des mots comme infinie tendresse, fusillé du regard ou éperdument amoureux. De temps à autre, sommeil pesant, traverser l'existence, griffonner à la hâte, lui échappe. Décelant le cliché après publication, il s'en désole. Il place souvent des virgules inutiles aussi, qu'il extermine ensuite impitoyablement. Il a trop lu pour ne pas savoir qu'écrire bien, c'est écrire mal, comme disait l'autre. Il voudrait que toute phrase lui échappe, le surprenne, que cette surprise ne s'affadisse jamais. Il se relit, s'exaspère de retrouver ses tics d'écriture, alors il efface la sonorité séduisante, la tournure élégante, il traque le pléonasme littéraire, détruit le rythme ternaire qui lui vient inconsciemment. Parfois, du premier jet, il ne reste rien, sinon une simple ossature. Giacometti, pour saisir le noyau de la vie, ôtait sans cesse la glaise autour du fil de fer. La langue que triture Yves Janvier est son ennemi. Il la sait trop exotique et trop intime. Ces mots tentent de peindre le réel comme des dalles recouvrent une cour de terre battue. Mais ici, là, l'herbe rebelle s'échappe. Toujours, il pourrait raturer, reprendre. Il cherche le miracle, la grâce absolue, et ne la ressent que chez les autres. Il ignore si l'insatisfaction est la preuve de l'artiste. Pas mal. Il y a un très grand danger à être satisfait de son propre texte. Les années passent, on ressort un de ses propres livres, et on se dit « Ah, pas mal !» Mais c'est parce que le livre est devenu distant, est devenu quelque chose qui est un lointain compagnon, et qu'on peut avoir avec lui un rapport qui est un rapport froid. La langue ne recouvre pas le monde. Et comme elle ne recouvre pas le monde, on a effectivement affaire à des dalles qui tentent, plus ou moins, ces dalles qui sont les mots, qui sont les phrases, de couvrir le réel. Et on n'y arrive jamais. Ne serait-ce que d'écrire une couleur. Il y a en gros 40 mots de couleur, alors qu'il y a une infinité de couleurs. Donc, difficulté. Est-ce qu'on peut parler d'argent ? Oui. Depuis quand vivez-vous de votre art ? Ça doit faire 20 ans à peu près, avec des revenus qui s'échelonnent entre 2 000 et 3 000 euros par mois. C'était une situation assez confortable parce que, comme j'avais tout de même réussi à acheter un appartement à Paris, l'assurance d'un toit est quand même assez fondamentale. L'appartement a été acheté grâce à mes années de journalisme, où j'étais rédacteur en chef. Et à une époque où, grosso modo, le prix du mètre carré parisien était 10 fois inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. 10 fois. Bon, ce qui veut dire que j'étais relativement à l'aise pour pouvoir faire uniquement de l'écriture. Et bien sûr, avec le concours, ça a considérablement changé. Je suis très à l'aise.
À combien s'élevait l'avaloir reçu des éditions Segers pour votre tout premier livre, Sonate de Bar, en 1991 ? 1500 € peut-être. Pendant 20 ans, à combien s'élevait en moyenne l'avaloir reçu pour tous les petits livres que vous avez publiés aux éditions Le Castor Astral ? C'était faible. D'ailleurs, si tu m'écoutes, Jean-Yves, c'était vraiment faible. Combien à peu près ? Je sais plus. Mais en gros, Entre 2 et 5 000. c'est pas mal. Oui, c'est convenable. C'est convenable. Mais je ne suis pas un garçon dangereux. C'est-à-dire que je vends mes livres. J'ai jamais vendu un livre à 300 exemplaires. J'ai toujours vendu entre 2000 et 15 000, 20 000 exemplaires. Et sur le long terme, la plupart de mes livres se vendaient régulièrement à hauteur de 500 000 exemplaires par an. Ce qui est vraiment bien. La Joconde, par exemple, a toujours été une sorte de Long seller. oui. 1000 Voilà, exemplaires c'est ça. par an vendus. C'est pas mal, oui. Et vu qu'il y a énormément de livres, en fait, ça finit par devenir chouette. Exactement. Un long-seller, c'est un best-seller qui a raté, quand même. À combien s'élevait la valeur reçue des éditions J.C. Lattès pour Assez parler d'amour en 2004 ? Pas mal. J'étais allé chez eux pour ça. Je dirais que c'est 24 000 €, 25 000 €. Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Si un éditeur vous donne de l'argent, c'est qu'il va s'engager à le vendre, le livre, parce qu'il faut qu'il se rembourse. Donc c'est déjà une garantie d'engagement, c'est presque une déclaration d'amour. Si je ne suis pas allé à l'époque chez Gallimard, c'est que Gallimard me proposait une somme qui n'était pas importante et qui disait simplement qu'ils allaient proposer le livre à la rentrée, le jeter parmi les 15 livres qui sortaient et voir lequel allait coller au mur. Et le livre aurait quand même disparu des rayons assez vite, donc c'était un bon choix. La deuxième raison pour laquelle je suis allé chez Lattès, c'est qu'il me manquait 3 chapitres dans ce livre que j'étais en train de finir. Et que Karina Ossine m'a dit « C'est bien ton livre, mais il manque 3 chapitres. » Elle me dit ça, ça, ça et ça. Donc, la vision des manques et le désir d'engagement. Les deux à la fois, c'était quand même formidable. À combien, donc, s'élevait l'avaloir reçu des éditions Gallimard pour L'Anomalie, sorti en 2019 ? À peu près pareil. Ok, 24 000 €. Ouais, dans ces eaux-là. Un petit tirage à 12 000 exemplaires. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. À partir de quelle somme estimez-vous que les conditions sont réunies pour pouvoir écrire ? Pour ne faire que ça, je pense que moi, il me faut à peu près entre 1 800 et 2 000 € par mois. Mais en fait, c'est pas vrai parce que j'ai besoin de plus que ça. Mais c'est juste que j'ai un enfant qui est grand, qui a 26 ans, donc ça occasionne des frais, n'est-ce pas ? Ah bon ? À 26 ans, il n'y a pas de travail ? Il fait ses études. Ah oui, Voilà. encore à 26 ans, d'accord. Et ben oui, ça existe. Et puis, la vie quotidienne, je pense qu'il faudrait 2 000 à 3 000. Là, on y est. On ne peut pas écrire un livre avec un projet de vente. Enfin, moi, ça n'a jamais été comme ça que j'ai réfléchi. En même temps, il ne faut pas non plus se tromper. C'est-à-dire que je suis allé chez Lattès parce que j'étais au Castor Astral et j'ai vu les potentialités commerciales d'un livre qui s'appelait Assez parler d'amour. Et j'ai eu raison parce que le livre a été traduit en 10 langues, qu'il a eu un succès réel, que j'en ai vendu presque 25 000 exemplaires en France, plus de poche. Donc, ça a été un succès qui n'aurait pas été celui d'un livre paru au Castor Astral. À propos du Goncourt au succès historique le plus vendu depuis L'Amant de Marguerite Duras en 1984, vous avez prononcé une phrase mystérieuse et si je la comprends bien, elle est assez agréable de modestie. Je crois à la vertu de l'imposture, c'est-à-dire... Moi, je pense que c'est bien qu'on puisse en permanence ne pas croire qu'on est écrivain. Si on n'a pas ce doute, on finit par écrire toujours le même livre. Je suis comme tous ces gens qui prononcent indéfiniment le mot crayon, 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 et qui, au bout d'un moment, le vident de son sens pour ne plus savoir ce que c'est que le mot crayon. Je pense que c'est ça l'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mots, il faut se débarrasser de leur sens pour arriver à les réutiliser. Il y a un danger à croire au naturel de la langue. Vous connaissez beaucoup de gens qui prononcent indéfiniment le mot crayon, crayon, crayon ? C'est un exercice de philosophie quotidienne recommandé par Roger-Paul Droit dans 101 exercices de philosophie quotidienne. Il y en a un deuxième qui est magnifique, qui est « Observer un oiseau mort ». Il y en a encore un troisième, « Boire en pissant ». C'est prendre conscience qu'on n'est qu'un tuyau. Nous venons tous du même animal qui est un ver, donc il y a une sorte de long tuyau. On n'est pas un cerveau en fait, on est un tube digestif. Et accessoirement, le cerveau permet au tube digestif de vivre plus longtemps. Depuis votre Goncourt, vous avez souvent dit avoir envie d'écrire un texte court, mais aussi un roman historique situé entre le 3e et le 6e siècle. Est-ce que cette envie se précise ? J'ai envie d'écrire un roman qui parle
du tournant du paganisme et du polythéisme vers le monothéisme, qui va affecter tout un empire, qui va provoquer sa chute, sans aucun doute, et qui va aussi arrêter l'évolution des sciences. Ça m'intéresse d'être dans une psyché que je ne connais pas du tout, qui serait sans doute une psyché de femme, et qui serait sans doute une fonctionnaire de l'Empire romain et de l'armée romaine, et peut-être une cartographe. Quelqu'un qui cherche à décrire le monde géographiquement parlant, et qui bascule dans un monde beaucoup plus clos, beaucoup plus limité par le Dieu unique. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcelet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Le bruit de la pluie. Le bruit de la pluie sur une véranda. C'est le bruit que je préfère. Je trouve ça nostalgique. Je trouve ça fluide. J'aime bien cette idée que les mots peuvent être comparés à des gouttes d'eau. Je ne sais pas si c'est pour autant le bruit du réel qui ressemble le plus à mon travail, mais c'est ce qui ressemble pour moi le plus à la littérature. À cause du côté parcellaire des gouttes, qui finissent par porter un nom qui s'appelle la pluie, qui finissent par donner un vocable très bizarre qui dit « il pleut ». Qui « il ». C'est, linguistiquement parlant, c'est intéressant. Et puis une fois qu'il a plu, ça devient autre chose. Ça devient quelque chose qui coule, qui devient de la rivière. J'ai appris un jour que les 3/4 des eaux des fleuves venaient de la rosée. Et je trouve ça encore plus poétique. La rosée suffit. Quelques gouttes du matin de condensation de l'humidité de la nuit donnent naissance à des fleuves. Merci beaucoup Hervé Letellier. Merci beaucoup Richard Guettet. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être là, de plus en plus nombreux, à l'écoute de cette saison 2. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcelet pour la prise de son, la réalisation et le mixage, à Sarah Monimard pour le montage, à Samuel Hirsch pour les musiques composées spécialement pour l'occasion, à Chloé Assus-Plugnan, Sylvain Gire et Delphine Saltel pour les lectures, à Sylvain Cabot pour l'illustration, ainsi qu'à Z Hamdan pour sa version du générique dont vous pouvez entendre en ce moment même les textures admirables. Le mois prochain, je recevrai avec joie Sophie Divry.